On est très heureux déjà de vous accueillir, merci de votre patience. Et on est très heureux d'accueillir Jean Troyer ici. Jean Troyer qu'on ne présente plus, qu'on ne présente pas, mais comme c'est mon travail, je vais le faire quand même. Donc Jean Troyer, c'est un alpiniste qui est un des héros de notre jeunesse, de la mienne en particulier, et pour lequel on a une énorme admiration. Déjà parce qu'il est encore en vie, ce qui n'est pas le cas de tous les alpinistes de son âge, et qui ont un palmarès aussi impressionnant que lui. Bah oui, j'ai décidé d'être sincère, direct. Mais oui, c'est très important d'être en vie, ça fait partie de l'essence de ce qui nous rassemble. Donc Jean Troyer, il a détenu pendant presque 40 ans le record de l'ascension de l'Everest avec Erard Florent. Toujours, il n'a pas été battu par... Par la face nord. Ah, par la face nord, bien sûr, par la face nord. Donc c'était en 86, si je ne me trompe pas. Ouais. Voilà. Et ensuite, il est le seul, je crois, à l'avoir descendu en snowboard l'Everest, disons. Sans oxygène, ouais. Sans oxygène. Ouais. Voilà. Il a plus de 18 000 à son actif, tous en style alpin, c'est-à-dire le style le plus pur qui existe. En fait, je vais poser ce micro, je crois. On a le même. Ah oui, bah oui, c'est... Voilà. Ça va toujours bien. Ça, c'est des bonnets paquis, c'est génial. Ah voilà, c'est bon, il y a un écho. Voilà. J'aurais un million de choses à dire de plus, mais je préfère lui laisser la parole et vous laisser la parole parce que c'est un café philo. Donc après un moment de parole où on va écouter Jean Troyer, vous pourrez interagir, poser des questions. J'aimerais remercier Natalia Signorini, grâce à qui on a eu le contact et qui fait venir aussi Jean Troyer dans le contexte du Festival international des films sur les glaciers qui va s'ouvrir à 14 h. Donc peut-être t'en parleras après. En Maison du Grutli. En Maison du Grutli, exactement. Mais voilà. Pour l'heure, je passe la parole à Jean Troyer et je vous l'offre. Quel sujet? Quel sujet? Après, quand on est passionné et qu'on aime la montagne, on la respecte. La région politique, on ne va pas lui dire qu'on va changer puis on dire qu'il faut faire comme les Suisses. Ça, j'ai entendu. Katmandou. Même, on a voulu changer un peu la vallée du Kumbu en disant arrêtez de couper les arbres. Ça, c'est le BBF qui a fait. Puis les gars, ils disent oui, mais je cuis comment mon riz? Il a dit, ah, mais il y a du gaz et puis du kérosène. Il a dit, oui, mais ça coûte. Moi, j'ai pas d'argent, mais j'ai le temps de couper les arbres. Alors voilà, donc, quand je vois ça, je dis, tu rentres dans un pays, ben, tu le respectes comme il est. Tu ne vas pas le changer. Avec Dominique Perret pour le ski et snowboard, à l'Everest, et ben, les athées qu'il y avait d'autres pays, ben, ils pleuraient comme des gamins, parce que c'était tellement émouvant avant de partir sur le sommet. Et puis après, à Palme, il m'a dit, tu mets ce petit paquet de riz dans ta poche, ça va te préserver des avalanches. Ben, moi, tous les bons dieux au monde sont bien, quand c'est comme ça. Donc dans les cas comme ça, moi je trouve que c'est extraordinaire, c'est le respect on commence, et puis à sentir les gens. Même le petit porteur vous apprendra à allumer un feu sous des grosses gouttes de pluie comme ça. Et eux, ils allument le feu, puis ça bon chaud. Et le soir, ben, ils ne sont pas sous tente, ils sont soit un rocher, ils se mettent les uns contre les autres, ils sont 5-6 ensemble, et puis ils se réchauffent comme ça. Alors c'est le premier à partir le matin, mais c'est normal. Donc c'est pas parce qu'on est touriste qu'on paye, ben, eux ils veulent y aller, comment ils ont froid. Et je trouve ça assez extraordinaire, quoi, ce milieu-là. C'est pour ça que j'ai envie d'y retourner, parce que autant le Pakistan, ben, il paraît que ça va beaucoup mieux le Pakistan, ça a fait peur une fois, parce qu'il y a quelques années, les talibans ont commencé à tirer sur des gens du camp de base, et ça c'est une affaire politique complète. Donc c'est terrible de voir que la politique va même dans tous les coins du monde, et puis maintenant le tourisme est arrivé au sommet de l'Everest. Ça vous avez tous vu, c'est facile à montrer la photo qu'il n'a pas vue. Donc ça c'est impressionnant. On est un peu fautif là-dessus parce qu'on a montré des belles images et des belles images du coin, des photos, des vidéos, donc les gens ils disent on peut y aller. C'est normal, vous avez des Sherpas d'une puissance extraordinaire, des gens qui acceptent aussi la mort, parce que d'un coup ils savent qu'en allant à l'Everest, dans le Icefall, dans l'expédition, ils sentent de mourir là, parce que ça tombe. Le glacier il avance des fois jusqu'à 1 mètre par jour. Donc quand il arrive dans la chute, ben, il se casse, puis ça pousse. Donc il y a des gars qui vont tous les jours là-dedans. Monsieur Icefall avec ses Sherpas, il remplace les échelles, les cordes et tout pour les touristes. Alors une fois, il y en a eu un paquet qui a été enterré à cause d'une avalanche, quoi. Donc moi je trouve admiratif que ces gens-là, mais il y a comme l'argent qui les aide beaucoup. Donc d'un côté, j'ai rien contre que les enfants des Sherpas, des Népalais, puissent faire des études pour apprendre, puis peut-être revenir au Népal, puis essayer de changer
Ils ont déjà beaucoup changé puisque c'est une démocratie, le Népal. On a foutu dehors de Katmandou, le roi, de son grand domaine qu'il avait. C'est exceptionnel. Petit peuple comme ça, faible, il a balayé le roi. En disant c'est démocratie. Après, il y a la politique, ça c'est une autre chose. C'est ce qu'il y a de plus moche sur la Terre. D'ailleurs, actuellement, on parle beaucoup de réchauffement de la planète, mais la politique mondiale, elle est contre la nature. Quand on vous raconte un tas de mensonges, comme on raconte dans les journaux, surtout contre vous, en vous pointant pour ne pas vous dire maintenant vous payez, et puis les gouvernements, ils sont encore pas prêts. La question que j'ai posée à un gouvernement, il n'a pas su me répondre. Vous encaissez combien d'années, peut-être 10 ans, du CO2? Mercedes paye 20 millions par année de CO2. Il va où? Alors, j'aime bien repartir dans les camps de base. Bon, j'ai plus le droit d'aller en altitude. Avec mon AVC en 2011, ma famille m'a demandé d'arrêter. Arrêter après 30 ans d'Himalaya, puis toujours vivant, en tentant chaque année un peu l'extrême, il n'y en a qu'un en monte. Hein. C'est les éditions Guérin qui m'ont dit ça. Ils m'ont dit il n'y en a qu'un en monte. Alors, bon. Le deuxième, il a 26 ans d'Himalaya, toujours vivant. C'est Kurt Diemberger. Donc, je ne vais pas trop me plaindre. Et puis, j'ai plus envie maintenant. Avec l'ambiance qu'il y a actuellement, ce que j'ai entendu cette année des copains comme Mike Horn, Fred Roux, Abel et Blanc, ils sont tellement déçus des ambiances qu'on a eues, où on parlait montagne. Nous, on parlait montagne, tu viens dans les Tatras, ben, tu viens, on va faire le mont Fuji. On parlait que de ça, d'échange. Tu viens au Canada, on va grimper. Et actuellement, ben, dans les camps de base, les touristes qui parlent, ils disent, t'as payé combien? Et puis, t'as combien de Sherpas, t'as combien de bouteilles d'oxygène? Donc, c'est plus la même chose. On pourrait dire que c'est la honte par rapport à ce qu'on a vécu, parce que quand on tire l'oxygène au maximum et que les Sherpas font tout, donc la trace, la corde jusqu'au sommet. Alors sur l'arête, il ne peut pas avoir deux traces parce que c'est étroit, mais dès que vous sortez, il y a la trace de montée, la trace de descente. La corde pour monter, la corde pour descendre. Puis après, quand vous voyez que le petit japonais de 72 ans, qui voulait être le plus vieux au sommet de l'Everest, puis qu'il était il arrivait au second step sur l'échelle, il n'arrivait pas à mettre ses pieds sur l'échelon, il était tiré, poussé, oxygéné, puis à la fin on l'a porté depuis là jusqu'au sommet. Alors, ouais, c'est bizarre l'humain. Hein. C'est ça la gloire de l'humain, le petit ego, quoi. Quelle honte. Enfin, pour moi, quoi. Mais bon, pour moi c'est dur de dire ça, je trouve que c'est pas beau, parce que moi j'ai tout reçu pour faire. J'ai tout reçu de la nature, je fais un paquet de globules rouges. Je peux pas, quand je rentre ici, ils ne me laissent pas aller au musée olympique. Hein. 65 d'hématocrite, eux c'est limite 50. Ils ne me laissent pas rentrer, sous contrôle. Donc, moi j'ai reçu ça, autant que je suis bien, je ne sais pas ce que c'est que le mal de mer. Aller sous l'eau, ben, je me suis vraiment amusé, surtout en apnée, je trouve que c'est plus beau que la bouteille. Puis après, j'étais dans le désert, en l'air, et puis les volcans. Je trouve que j'ai voulu toucher tous les 5 puissances de la planète. Et ça, ben, j'ai reçu pour faire ça. Donc moi, je ne fais pas des choses d'extraordinaire. C'est ce que j'ai dit à une soirée, je ne suis pas extraordinaire, je fais ce que je dois faire sur cette terre. Je suis venu sur cette terre pour grimper les montagnes, je les grimpe. C'est tout simple, non? Et chacun a son poste ici, alors tout le monde ne peut pas faire la même chose, je comprends. Alors après, c'est la façon de voir la vie, quoi. Alors actuellement, je ne vais plus sur les 1000, mais je vais, au lieu dans les neiges verticales, je vais dans les neiges horizontales. Donc, là, cette semaine, j'ai fait 7 conférences dans les écoles. J'ai aimé les écoles professionnelles, et puis des gamins qui vont partir en aventure pour essayer de trouver de l'argent pour eux, c'était extraordinaire. Et puis, on parlait beaucoup de la nature et puis des aventures qu'ils vont faire. Alors, actuellement, je vois que j'encourage plutôt les jeunes. Il y en a un qui va au Kyrgyzstan, il est venu hier soir me prendre du matériel. C'est merveilleux, quoi. Il faut quand même qu'ils aillent voir la planète pour dire aussi qu'est-ce qu'on peut changer aussi, ici. Et puis l'ouverture qu'on peut apporter dans ce pays. Mais on est quand même un pays riche par rapport au reste du monde. Hein.
Alors je vous dis, quand on arrive, au début, quand on arrivait à Katmandou, ils disaient, oui, vous les Suisses, vous enclenchez la machine à laver, puis après vous prenez les billets, puis vous venez ici. Donc ils pensaient que c'était comme ça. Puis nous, on était fauchés. On n'avait pas un rond, pas de sponsor, on travaillait que pour ça. Et des fois, je me rappelle une expédition à Gerhard et Wojtek, la tente de canvas, c'était un caillou, puis un plastique transparent, 3 bougies et un réchaud. On a vécu 10 jours comme ça, c'était extraordinaire. Loin de tout, à 5300 mètres, un petit lac, et puis il n'y a personne. Donc c'est des paradis extraordinaires, quoi. Alors les neiges horizontales, là je leur ai montré le film, c'est que j'ai commencé, c'est Mike qui m'a conseillé d'aller là-haut, c'est la terre de Baffin, tout au nord, sur l'île de Bylot. C'est un parc, et là il y a encore, le garde nous ont dit, au nord il y a 200 ours polaires recensés. On a foncé là-haut, enfin foncé, on était tranquille, on avait 3 semaines, l'île pour nous, extraordinaire. Un cadeau de la nature, et puis c'est un souvenir immense de ça. Quand je revois les ours, on en a vu 12, donc 2 mères, 2 fois les mères avec leurs petits, les 12. Et ça, c'est des cadeaux exceptionnels. Donc, je pense que quand on va là-dedans, on rentre différemment. Alors, quand on parle de rentrée d'expédition, ben, des fois, c'est pas facile de rentrer en Suisse. Au début, moi, j'avais beaucoup de peine. Beaucoup de peine de cette complainte de l'opulence en Suisse, quand toi, avant de partir, le soir, à Tamel, tu avais mangé avec des gamins, avec Gerhard, une fois on a mangé, puis le lendemain, on était dans l'avion. Et un jour, j'avais fait une année, en 85, 3 expéditions, 8 mois d'Himalaya. On arrive le 24 décembre ici à Genève, au bel aéroport, là. Puis les gens, ils tirent à la gueule. 24 décembre. Pourquoi ils tirent à la gueule? Ils vont faire la fête, boire, manger. Ils se faisaient du souci du cadeau qu'ils allaient faire, j'entendais ça. Et Gerhard, il me dit, on prend un billet en star, ils sont fous ici. Donc ça, ben, c'était dur. Alors, maintenant que j'ai des enfants, j'ai un petit coin caché à la Fouilly, je me mets là pendant une semaine, je reste avec eux, et puis je profite de la technologie du téléphone, donc le répondeur automatique et le combox. Top ça. Donc on répond après. On a le droit parce qu'on était loin de 3 mois, donc ils ont bien attendu 3 mois, ils attendront 3 jours. C'est facile, ça c'est la facilité, quoi. Ouais, si vous avez des questions, j'allais prendre. Justement, c'est le concept, hein, c'est à vous de... Puis tout le monde avec son petit téléphone appelle, mais ça coûte. Donc quand on dit 3 fois je t'aime, ben, ça vous a coûté quelques dollars. K2, puis tout le Baltoro, le fond du Baltoro, une antenne qui fait tous ces sommets-là. Donc, ça se développe. Alors, la 5G, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est si vraiment il y a du danger pour l'homme. Parce qu'actuellement, le grand problème, même s'il y a du danger, le gouvernement accepte. J'attaque un petit peu le gouvernement, toutes les politiques mondiales, mais c'est la Suisse, quand on parle des pesticides. Puis qu'actuellement, on dit oui, mais d'abord, il faut vider les stocks. Maintenant, on est urgent pour dire arrête. Ben non, les stocks d'abord. Et ça qui m'impressionne beaucoup, la réponse. Puis qu'on vous dit que tous ces pesticides horribles ne sont pas cancérigènes. Les mensonges politiques, ça commence à les gonfler. Ils ne savent pas ça. Et là, j'aime bien poser la question à ceux qui me disent le global, le réchauffement, les glaciers, on va mourir et tout. Je dis, tu sais ce qui se passe au Canada, au nord? Donc c'est grand comme la Floride, le terrain qu'ils ont déjà bousillé. Donc on sort le bitume, du sable, avec la chimie et beaucoup d'eau et d'énergie, puis on envoie aux Américains, à ce grand blond, la casquette blonde là. Et puis, ils ont trouvé du goudron en bas, en profondeur. Mais le goudron, on ne peut pas l'attirer. Donc qu'est-ce qu'on fait? On met un autre tube de chaleur, il le réchauffe, quand il est liquide, il l'aspire. Alors ce moment-là, c'est une énergie énorme que pour des pétroles. Alors, je ne sais pas, quelle est la justice et tout ça, mais je pense que les gouvernements ne font pas grand-chose. Enfin, l'Amazone, je ne sais plus en parler, vous voyez bien l'Amazone, quoi, ce qui se passe. Donc c'est partout comme ça. On taille les arbres et puis la forêt est comme un endroit... Pour moi, la forêt, c'est un endroit où on peut se promener, mais qu'on se sent bien. Ça fait du bien de rencontrer des arbres qui ne disent pas de conneries déjà. Ça, c'est bien. Des silences, des arbres. Donc, toucher à la forêt, c'est vrai que c'est dur. Alors, je sais qu'au Canada, quand ils taillent, c'est le bulldozer qui fait les traces, ils taillent, puis maintenant, il y a des équipes qui arrivent et qui replantent. Et c'est vachement plus contrôlé, quoi. Et on replante beaucoup parce qu'on a beaucoup taillé. Donc, c'est bourré d'arbres au Canada. Mon pays, c'est rempli d'arbres. On en a beaucoup. Alors, on critique nos gouvernements ailleurs, parce que
ça fait joli de critiquer la Chine ou la Russie, mais en Chine, quand ils vous disent qu'il n'y aura plus de sacs plastiques, 3 semaines après, il n'y a plus de sacs plastiques dans toute la Chine. C'est serré comme ça. D'un côté, c'est la dictature qu'il y a, qu'on trouve très dure. Ouais. Alors un Suisse, il me disait, ouais, mais quand même, ils sont durs là-bas, ils mettent en prison. Alors j'ai dit, écoute-toi, c'était facile à dire. Nous, on en a 7 qui gèrent la Suisse, 8 millions. C'est pas bien géré, ils sont pas très doués. Tandis que tu veux gérer comme 1,5 milliard là-bas, c'est un autre monde. C'est un autre monde. Hein. Et puis, il n'a pas été en Chine, donc il critique la Chine par rapport aux journaux. Moi, j'étais en Russie, mais c'est impressionnant qu'à tout à l'est, au Kamtchatka, là, traverser la mer de Kursk, la mer Bering, mais les Russes, là-bas, ils disent on est fiers de nos gouvernements, parce qu'il est fort, et puis il nous permet de vivre ici maintenant, de nouveau. Parce que Gorbatchev et Eltsine a laissé toute l'Est mourir. Et comme ils n'avaient pas mangé, ils devaient venir à Moscou manger. Donc, quand on les voit maintenant, ben, je comprends un petit peu, même si Poutine n'est pas clean, c'est un humain, d'accord, mais son peuple, 80% du peuple, il est pour Poutine là-bas. C'est ce qu'on m'a fait ressentir en tout cas. Donc, il n'a pas été au Népal et il commence à critiquer le Népal. Il y a une fois déjà. Déjà, il change d'idée, c'est sûr. Moi, j'ai répondu un peu avec moi. Bon, la 5G, ben écoute, moi j'ai la 3G. Mon bon du téléphone, j'ai pas envie de le changer. Parce que j'attends un film d'une dame qui m'a dit la semaine passée comment on fabriquait et d'où viennent les matériaux que vous avez dans le téléphone. Et que c'est des enfants, soi-disant, qui font dans les mines, qui ramassent ça. Ça, je vais montrer à mes enfants. Qui ne m'embêtent plus pour le nouveau téléphone. Le Nobel au lithium. Pardon ? Le prix Nobel pour les batteries au lithium. Ouais. On a un beau contresens de société, là. Ouais. Mais bon, maintenant, on vous dit quoi ? On veut taxer tout ce qui brûle. Il n'y a que l'électricité. On veut rouler à l'électricité. Ouais, mais qui la fabrique ? Charbon. On est quand même hypocrite. Nous, on enferme Felberg, mais elle vient d'ailleurs. Au moins 30 à 40% de l'électricité vient d'ailleurs. Alors, bien entendu, alors les Suisses sont extraordinaires. Mais si ça pète là à côté, eh ben, toute l'Europe est prise. Tchernobyl, on dit que ça n'a pas touché la Suisse, c'est un mensonge. Dans la vallée du Val-Ferret, il y a un copain qui a des moutons. Puis l'année de Tchernobyl, eh ben, les brebis ne prenaient pas au mal. Et puis surtout, quand ils apprenaient, eh ben, les agneaux étaient déformés. L'année de Tchernobyl. C'est quand même une preuve qu'il y a eu quelque chose. Mais on n'en a pas parlé. Il n'y a pas que les agneaux déformés aussi. Hein. Merci beaucoup pour la question. Est-ce qu'il y a une autre question Moi, j'ai apparemment. Si, les parents. Il y a des 6 000, des 7 000 extraordinaires d'ailleurs, la jeunesse. Ils vont plus sur les 8 000. Ils font des voies tellement difficiles sur les 7 000, super engagés. Et puis ils sont très très forts. Alors la jeunesse, elle est belle, himalayenne, parce qu'ils vont plus. Les 8 000, c'est rare pour les touristes. Ils ont admis ça, que tous les 8 000 sont pour les touristes. L'ambiance des campagnes, c'est horrible. Le copain à Belle et Blanc qui a les 14 000, il voulait refaire le Kanchenjunga sans oxygène. Il arrive au camp de base, il a vu l'ambiance. Il est parti tout seul faire un trekking au Népal. Il a dit non, c'est plus, j'arrête. C'est beau ça, quoi. Alors, l'espoir, on dit que, vous vous rappelez, le Böstrich, on était foutu le Böstrich. Alors, c'était la mort des forêts. Alors, dans le Valais, on a, depuis 20 ou 25 ans, 20 à 22% plus de forêts. Et le Val-Ferret, on a remarqué par les photos aériennes qu'on a vues, la forêt, elle prend de l'ampleur énorme. Donc on sait qu'elle est en bonne santé. Donc, mais on vous a fait peur pour vous dire le CO2 de nouveau, les voitures et tout ça. Alors moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'autant à Londres qu'à Paris, il y a des super arbres en plein milieu de la pollution du CO2, des voitures. Alors je me dis, comment ça se fait que ça tient ça? C'est extraordinaire. Donc enfin, moi, il y a d'espoir quand même. L'espoir aussi, c'est un astrologue américain qui a été dans l'espace après l'explosion d'un volcan à l'Afrique centrale, je ne sais plus lequel. Hein. Il a été dans l'espace et puis il a dit c'est vrai qu'il y avait une couche énorme autour de la planète dans cette partie-là. Il a atterri, puis il revient 4 ans après, il va dans l'espace, puis c'était tout propre, tout nettoyé, c'était pur. Donc, la planète a bouffé tout ça. Donc, il y a quand même de l'espoir. Par contre, on ne parle pas des explosions des volcans, qui est une pollution énorme.
Alors, quand on vous dit de pollution, je pense que ça va changer. On est en train de changer. La jeunesse, il faut qu'elle pousse. La jeunesse, elle est très belle. Tous les gamins que j'ai rencontrés la semaine passée, c'est extraordinaire. C'est vrai qu'ils ont envie de changer et puis ils commencent à comprendre. Et puis déjà, c'est la semaine prochaine, les gamins qui m'ont dit ouais, tu connais les grosses maisons qu'on commande, puis on renvoie. Il a dit, ben, tu sais, ils vont, on les renvoie des fois, surtout à Noël, poubelle. Je dis, quand tu as des enfants, tu as des gars au Népal, tu leur donnes un t-shirt, tu viens 3 ans après, il est tout troué, mais c'est toujours le même t-shirt. Il y a des fois, quand on va, c'est drôle, mais je vois beaucoup maintenant de gens qui partent avec des habits pour donner. Les adultes qui n'utilisent plus, ils partent là-bas. J'ai un copain qui devait partir en expédition après le tremblement de terre au Népal, il devait aller au Dhaulagiri, puis il a dit à ce client, non, je ne peux pas aller au sommet quand que mes amis, là, ben, ils ont plus de maison, plus rien. Alors, c'était un peu d'argent ben, qu'il nous donne, je vais là-bas, il a pris deux copains, ils se sont payés les billets d'avion, ils ont été 3 semaines, un peu plus, puis ils ont fait ben, l'école, et puis 2 maisons, pour abriter les gens. Et ça, c'est de l'argent qui a été là-bas direct. Tu pouvais leur donner, c'est sûr, c'est un copain de grande confiance. Et puis il est retourné cette année, parce qu'il avait envie d'y retourner, quoi, pour aider. Donc c'est extraordinaire, beaucoup de jeunesse vraiment dans de grands cœurs, et puis ça va tourner. Je devrais faire une photo de mon parapente, c'est marqué Carnaval de Bro dessous, il me le refaire. Alors on fait une photo, puis on rentre, quand on rangeait le parapente, il me dit, ben, l'année prochaine on va au K2, face ouest, hein. Une face qui n'a pas été touchée, 3500 mètres, il y a 3 barres de rocher à passer, plus la réaction vitale. Ça, c'est un super engagement, on va aller plus loin, quoi. Donc, on avait oublié l'Everest, on n'en a pas beaucoup parlé. Erhard, il est resté là-bas, il est parti avec Berlin. Moi, j'ai dû finir les papiers avec la Chine, enfin, tout le problème qu'il y avait, puisqu'on était rentré sans passer par Pékin. On est rentré par Katmandou, je suis la première expédition à passer par Katmandou, la frontière. Contrôle des douanes chinoises, camion contre camion, ils contrôlaient, puis c'était beaucoup plus court et puis plus économique, parce qu'autrement 2 mois avant, tu peux envoyer à Pékin, Chengdu, Lhasa, contrôle, et puis c'est tout en camion que ça va se faire. Donc là, c'était direct, on arrivait directement au Tibet. Donc on arrive à changer quand on veut, mais il faut les bousculer, les Chinois, et puis ils ont découvert ça, donc à la frontière, ils ne savaient pas ce qui arrivait, un camion de matériel, donc ça a été plutôt facile à passer, quoi. Mais c'est vrai qu'on a un exemple maintenant de performance, tout ça, puis de choses qui sont pour moi fausses, c'est quand on veut faire des records sur la neige. C'est complètement faux pour moi, parce que d'un matin à l'après-midi, les conditions de neige ne sont pas les mêmes. Il faut bien penser que si c'est dur, vous plantez votre pied, il ne bouge pas. Mais si c'est un peu doux, à chaque fois, vous perdez 5 cm. Vous faites 10 000 pas, nombre de pas supplémentaires que vous devez faire. Donc, c'est plus la même chose. Donc, on parle record, moi, sur la neige, c'est complètement faux. Nous, on appelle notre record, mais on a fait la trace, on a glissé sur les fesses. On ne faisait pas un record, on s'en foutait de ça. On est resté 1h30 au sommet de l'Everest couché. C'était pas un record, puis c'était pas pour les autres, c'était pour nous, complet. On était égoïste au possible. Et je pense que c'est plutôt être mieux égoïste que, disons, d'arriver d'en parler. Même si à la maison de Tagal, dans la rue, on était unis, il ne fallait pas nous embêter. Alors, papa a compris ça, puis il a dit, bah, tu ne sais pas que faire à 16 ans. Nord de l'Allemagne, 1 année, 12 mois. À 17 ans, je reviens, et je regarde les montagnes, je dis, mais c'est ça que je veux faire. J'ai un grand frère, mon maître, Daniel, qui m'amenait dans les montagnes, et tout de suite, on attaquait des grandes faces. Et puis c'est ça qui m'a fait que je voulais faire ça. La première année de guide, en 69, j'ai eu la 3e course, un accident, une cordée qui m'est tombée dessus, pour 500 mètres de chute, mon client était mort. Donc là, je suis rentré dans le métier de guide avec la vérité, qui est responsable de vie humaine. Donc je n'ai pas fait mon métier parce que je ne l'ai pas ramené. Je l'ai pris, mais je ne l'ai pas ramené où je l'ai pris. Et ça, c'est une défaillance que pour moi, c'était important et qui me restait très fort dans la tête dans tout le métier de guide, parce que c'est un métier dangereux. C'est plus dangereux le métier de guide que tout ce que j'ai fait dans l'Himalaya. Parce que pendant tout l'été, vous êtes encore avec des clients qui peuvent vous tirer. Cervin, c'est arrivé la dernière fois que je l'ai fait avec une dame. Elle a glissé 2 fois à la descente et 2 fois à la montée. 4 fois, j'ai risqué avec elle. Il fallait juste reprendre pour pas faire le moment. On n'est pas attaché au rocher, on est attaché ensemble. Et ça, c'est délicat. Le Rétan, il s'est fait avoir comme ça. Le copain Norbert,
au Grison, qui était un grand ami à Loretan, qui a fait des gros trucs, la même chose, c'est ses clients qui l'ont glissé, il a basculé dessus. Donc, moi, je pense que je suis très content. J'ai fait 50 ans de métier de guide, et puis là, maintenant, je vais plutôt à plat. Tous les 4000, c'est bon. Peut-être encore un Mont Blanc au mois d'octobre l'année prochaine, si encore, sinon, c'est bon. Je laisse ça. Ça ne m'intéresse plus, quoi. C'est marrant. Je préfère aller marcher, donc plutôt aller marcher dans des régions extraordinaires, comme quand j'étais au Grand Nord canadien ou au Groenland. Donc, c'est ça que j'ai envie de faire maintenant. Être tranquille et puis prendre du plaisir, quoi. Je suis parti au Canada, c'était en 75. Donc en 76, après la saison, il y a des copains qui me disent, ben on est là, les Bernois, qui me disent, tu viens avec nous au McKinley. Puis au McKinley, on n'a pas de sponsor, on a pris l'habit de ski qu'on avait, puis on est monté. Et puis après, je rentre en Suisse, bon, on a bien dépensé, j'ai pris un rond, j'ai travaillé comme guide. Et puis j'étais un copain, René, qui m'invite à aller, puis 3 autres copains qui m'invitent d'aller au Fitzroy. Pour moi, c'était la montagne de rêve, la montagne de Lionel Terray, qui était le grand maître pour moi. Donc, pour aller là-bas, je dis oui, tout de suite. On discute, il me dit, oh, peut-être 5000 francs, on devrait faire les 2 mois, sans trop. Donc, avec René, on discute de dire, on travaille 6000 francs, pas un rang de plus, puis après, on fait que s'entraîner. On arrête de travailler, et puis on s'entraîne. C'est ce qu'on a fait. Donc, on se payait nous-mêmes, mais sans devoir avoir trop. Mais 6000, ben, je les ai utilisés parce que j'ai pu prendre le billet d'avion pour retourner au Canada. Donc j'avais plus un rond, arrivé au Canada, c'est pas grave. J'avais à boire, à manger, un toit, c'était cool, puis j'ai plus qu'à skier, quoi. Alors après, dans les sponsors, c'est quand on a fait des choses, c'est vrai que ça commence à venir. Donc après, on commençait à toucher du matériel gratuit une fois qu'on a avancé un petit peu. Et puis après, il y a eu des sponsors. Alors la vérité est très simple, le sponsor, tu leur dis, la chance de réussir est 50% du sommet. C'est pas plus. Et on préfère que renoncer, parce que c'est beaucoup plus important pour nous, qu'on peut utiliser. Et j'ai un exemple qu'un sponsor a payé un film complet sur la facile de l'Annapurna. Et puis on a bien réussi le film, bien monté, avec beaucoup d'avalanches énormes. Donc on s'est pas fait peur, mais on était à la limite des avalanches. Ils partaient à côté de nous, on était tranquille. Et puis maintenant, ce film, il a été vu plus de 500 000 fois sur YouTube. Hein. Ouais, YouTube. Donc, pour moi, ça, c'est une belle réussite. Sans le sommet. Donc, c'est des fois plus beau et c'est plus dur de renoncer à un sommet que de le réussir. Le plus dur que j'ai vécu, et qu'on a parlé au sponsor, c'est que les 2 fois qu'on a été à la face ouest du K2 avec Wojtek et puis Erard, puis qu'on n'a pas touché la montagne, on a eu plus de 50 jours de mauvais temps, ça c'est dur. C'est dur à supporter. Puis supporter les défauts Erard, les défauts Wojtek, ils avaient des défauts, on n'a que ça à faire. On se levait le matin sur 17 jours d'affilée, neige, brouillard. Il n'y a que du blanc autour de nous. Ouais, c'est pas gai ça. On rentre avec la rage et tout. Moi je suis rentré, j'étais grimpé, il fallait sortir l'énergie. Merci beaucoup, on va boire un verre. Santé. Merci. Alors en Suisse, tout termine par une fondue. Ça commence par une fondue. Ou ça commence, mais là c'est la fin, puisqu'on a été à une conférence avec M. Troyer. Voilà. Tout le monde profite, c'est sympa. Et les jeunes actuellement sont extraordinaires parce qu'ils vont dans les fonds de vallée cachés, faire un 6000, un 7000, 7500.